Didier Guillaume qui est au cœur de l'actualité. Bonjour Monsieur le ministre de l'Agriculture. Bonjour. Et merci d'être ce matin sur LCI. Demain vous vous installez au Salon de l'Agriculture à Paris. Vous posez les tentes du ministère pour tout le marathon. Emmanuel Macron, s'il est libéré de Bruxelles, sera pour l'inauguration demain. Il va encore faire justement lui aussi un marathon. Il a fait 14 heures l'année dernière. Il va être plus sobre? Non, oui, je crois que l'heure n'est pas à la durée, mais à la qualité du message qu'il passe, la rencontre avec le monde agricole, et voilà, essayer de se comprendre, de montrer que le président de la République est un vrai défenseur et un vrai promoteur de l'agriculture française. C'est tous ces sujets qui seront abordés demain, oui. Alors, il y a des sujets qui fâchent. Les agriculteurs sont en colère sur plusieurs dossiers. On va les prendre avec vous. Il y a un risque de perturbation de la visite présidentielle, clairement? Non, de perturbation, je ne crois pas. Je pense que les agriculteurs sont conscients de la réalité. Vous savez, ce salon, il est organisé par les agriculteurs. Et on a rarement vu des organisateurs de salons perturber leur propre salon. Mais maintenant, il y a toujours des discussions, il y a toujours un peu de mouvement au sein de l'agriculture. Mais vous leur dites, ne sabotez pas la visite du président demain. Non, je leur dis, ne sabotez pas votre salon. Ne sabotez pas votre plus belle vitrine de l'année. Au moment où il y a une coupure très forte entre le monde urbain et le monde rural, où il y a une coupure excessivement importante entre l'agriculture et les citoyens et la société, faisons en sorte justement de propager, d'expliquer des bonnes pratiques de tout ce qui se passe en agriculture. L'agriculture nous fournit une alimentation de grande qualité, profitons-en. Alors, grande interview du président ce matin dans la presse régionale. Sur ce salon, il y avait urgence à faire baisser la tension. Quand même, on le sent. Oui, mais il y a d'abord urgence à faire baisser la tension, il y a urgence à parler, puis il y avait urgence à ce que le président de la République évoque un certain nombre de sujets. Il a reçu en ma présence toutes les organisations syndicales agricoles la semaine dernière pour aborder tous les dossiers. Emmanuel Macron aime les agriculteurs et aime l'agriculture. Il est là à Bruxelles depuis hier, il va passer 2 jours de nuit. Peut-être d'ailleurs, si les débats se poursuivent à Bruxelles, il ne sera pas là demain matin pour l'inauguration, pour défendre le budget de la PAC. Il a dit très clairement dans les médias à Bruxelles, comme dans l'interview, que la priorité de la France pour le budget européen, c'est la PAC. Bien sûr qu'il y a d'autres sujets. Il y a les fonds de cohésion, il y a la recherche, il y a les réfugiés. Mais enfin, si l'Europe ne met pas un budget de la PAC suffisant, mais c'est la fin de notre modèle agricole. Et les Européens, mais permettez-moi de terminer en une phrase, les Européens continueront à manger. Mais si ce n'est pas de la nourriture produite par nous, ça sera des produits qui viendront d'ailleurs, qui seront moins tracés, avec des OGM, avec je ne sais trop quoi. Donc il faut que cette autonomie alimentaire... Parlons-en quelques instants de la PAC, puisque vous venez sur ce terrain. Ça se joue dans les heures qui viennent. Oui. Vous dites, c'est tellement important d'ailleurs, Emmanuel Macron ratera peut-être l'inauguration du salon demain. Quelle est la probabilité, Didier Guillaume, pour que l'enveloppe qui est dévolue aux agriculteurs français, l'enveloppe de la PAC, 9 milliards par an, reste intacte, Alors là, Quelle est la probabilité dans un contexte où le budget global de la PAC, lui, va baisser, c'est sûr? Voilà. Alors, évidemment, c'est impossible que le budget de la PAC reste au même niveau qu'il l'était, compte tenu du départ des Britanniques. Le Royaume-Uni... globalement, oui. Oui, mais c'est très important. Et même des priorités, d'ailleurs. Non, mais c'est important de le dire, parce qu'à partir du moment où les Britanniques partent, le budget de la PAC baissera. Ce que nous souhaitons, et la position française, et la volonté du président de la République, c'est qu'il ramène un budget de la PAC équivalent à ce qu'on appelle Union européenne 27, c'est-à-dire sans le Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous avons gagné la première bataille. La Commission avait fait une proposition qui n'était pas tolérable. Une baisse de combien ? Nous nous sommes battus de 15%. Nous nous sommes battus, nous avons vraiment bataillé pour dire nous sommes opposés à cette proposition de la Commission. Ce sera 14 ? Non, mais je vais vous dire. Aujourd'hui, la proposition de la Commission était, alors je vais donner 3 chiffres, à 370 milliards d'euros. 370 milliards d'euros, pour nous, ce n'est pas acceptable, puisque nous avons, jusqu'à maintenant, dépensé 375... Contre 383. 380 est inscrit, et la précédente programmation, c'était 375 milliards. Eh bien, nous avons déjà obtenu, là, le président de la République a déjà obtenu les 375 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons un budget de la PAC qui est au niveau de ce que nous avons dépensé dans le précédent mandat. Vous nous dites 375 milliards pour la PAC, ça, c'est garanti déjà. Tant que l'accord n'est pas acté, c'est pas garanti, mais nous l'avons obtenu. Et c'est ce qui a été dépensé
par l'Europe dans la précédente PAC. C'est une très grande victoire. Mais nous voulons aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas demander des transitions aux agriculteurs. On ne peut pas leur demander toujours plus sans leur donner les moyens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et la politique agricole commune se base sur 2 orientations, ce qu'on appelle des piliers. Le premier pilier, ce sont les aides directes. Et pour la première fois, ce que touche les agriculteurs, pour la première fois, nous allons rentrer là-dedans la transition agroécologique, ce qu'on appelle les éco-schémas, qui seront obligatoires pour tous les États. Et puis, il y a ce qu'on appelle le deuxième volet, le deuxième pilier, qui est là les orientations pour l'installation des jeunes agriculteurs, pour l'aide aux territoires en difficulté. Voilà. Eh bien, là, attendez, parce que c'est un peu technique pour ceux qui ne suivent pas, mais le plus important, c'est les aides directes. Vous dites, si je comprends bien, vous dites, on se bat pour que là, ça ne bouge pas, mais ce sera conditionné à des engagements de verdissement. Oui. Ce sera plus conditionné que ça ne l'était. C'est ça que je faut comprendre. Exactement. Si on obtient finalement le statu quo, il faudra aussi le payer sous forme de conditions. Mais non, mais c'était déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, avec oui, mais encore plus. Oui, il faut bien quand même que vous donniez quelque chose à la Commission, si elle vous... Non, mais c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, tout le monde a bien compris. Tous les agriculteurs sont dans la transition agroécologique. Tous les agriculteurs veulent sortir des pesticides. Tous les agriculteurs veulent produire autrement. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier que nous sommes en autosuffisance alimentaire, que l'agriculture française nourrit nos concitoyens, les Françaises et les Français, avec des produits sains et de qualité. Et ça, il y a des importations, bien sûr, mais nous sommes en autosuffisance. Et ça, c'est très important. Et par ailleurs, alors, ce que vous appelez le deuxième pilier, c'est les aides à l'installation. Là, faudra peut-être un peu rogner. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que là, nous travaillons avec les régions. C'est ce qu'on appelle du cofinancement. Donc ça, c'est la règle, avec un fonds qui s'appelle le FEADER. Et donc ces aides-là, sur l'installation, les aides sur... Par exemple, un système assurantiel, lutter contre les aléas climatiques, le fait de travailler dans des zones difficiles. Et donc voilà. Non, mais je vous dis que pour l'instant, ce que nous avons obtenu, je repose ma première question. Quelle est la probabilité pour que l'enveloppe qui est dévolue aux Français au titre de la PAC reste intacte? Vous dites ce matin, la proportion. Elle est forte. Elle est forte. Ouais. Je peux pas vous dire, je peux vous en dire plus. Le président négocie. Vous l'avez eu au téléphone, il vous a dit c'est bien parti. Ce que je vous dis, c'est que pour l'instant, nous avons obtenu le même montant que ce qui a été dépensé dans la précédente programmation. Franchement, moi, je n'y croyais pas. Franchement, je n'y croyais pas. Maintenant, je croise les doigts, rien n'est signé, donc attendons. Pour l'instant, c'est bien parti, 375 milliards. Parce que le président de la République s'est fixé la PAC comme priorité. Il se bat avec ses collègues. Avec, j'allais dire, ces petits points de président français face aux 26 autres, avec des gros points. Dans l'interview présidentielle, en tout cas, il y a plusieurs points, notamment il y a le glyphosate. Il avait promis, on rappelle, la fin du glyphosate en 2021. Il dit, cet objectif ne sera pas tenable sur la totalité des exploitations. Voilà, cet objectif ne sera pas tenable sur la totalité des exploitations. Bon, il rectifie sa promesse. Non, mais c'est ce que nous avons dit déjà à plusieurs reprises. Il avait eu l'occasion de le dire à l'occasion du grand débat. Il y a un objectif, c'est la sortie du glyphosate. Mais bien au-delà, le glyphosate est devenu un totem. Bien au-delà, c'est la fin de la dépendance aux produits phytopharmaceutiques, ce qu'il faut faire. Il avait dit fin du glyphosate en 2021. Mais nous savent très bien que c'est impossible. Impossible parce que... Il ne fallait pas le dire alors, pardon. Bien il ne fallait pas faire une promesse dont on n'avait pas mesuré le risque qu'elle ne soit pas tenue. Mais absolument pas, il fallait écouter la deuxième partie de la phrase. Nous ne laisserons aucune filière, aucune agriculture sans solution. Or, aujourd'hui, la recherche avance. Les instituts travaillent. L'INRAE, qui est le plus bel institut du monde, le meilleur institut du monde, qui est français en recherche sur les sols et là-dessus, avance, mais pas assez vite. Attendez, le gouvernement, dit le président, et vous allez nous expliquer ça, parce que c'est un peu obscur pour nous, le gouvernement a saisi l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, environnement, travail, l'ANSES et l'INRA, donc, pour identifier les alternatives viables et pour organiser une sortie du glyphosate sur des bases objectives. Mais ça, ils le font depuis le début. Oui, mais là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans ? Nous avons passé la surmultiplier. Nous avons demandé à l'ANSES et à l'INRAE, dans les semaines qui viennent, de nous donner des dates, de nous donner des objectifs, de nous donner des orientations. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de remplacer et de nous dire quoi, une molécule chimique par une quel molécule produit chimique. Pour remplacer quel produit ? C'est exactement ça. Il y a des réponses, par exemple, pour remplacer le glyphosate dans la vigne. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a des techniques alternatives. Et puis, il y a des secteurs pour lesquels on ne peut pas... Je vais vous citer un exemple. On parle beaucoup de l'agriculture de conservation des sols.
qui est une pratique vertueuse agroécologique. Qu'est-ce que c'est ? On sait maintenant que si on veut protéger les sols, garder du carbone dans les sols, lutter contre le réchauffement climatique, il faut avoir des couvertures de sol. Il faut arrêter ces grands champs labourés vides dont tout sort. Il faut capter l'azote, le carbone. Donc on fait de la couverture des sols. C'est reconnu dans la transition agroécologique. Pour faire cela, il y a besoin de glyphosate. Je crois que c'est 1 litre de glyphosate par hectare. S'il n'y a pas de glyphosate, l'agriculture de conservation des sols ne peut pas se faire. Eh bien, moi, je préfère... Jusqu'à ce qu'on trouve un produit de Jusqu'à ce qu'on ait un produit alternatif qui peut arriver dans les mois qui viennent. Eh bien, moi, ma position, elle est claire. On va continuer l'agriculture de conservation des sols... Avec du glyphosate. Avec du glyphosate. Je vous prends un deuxième exemple. Aujourd'hui, on en parlera peut-être, il y a des zones de non-traitement. Il faut aller traiter les au bord... ZNT, c'est un sujet très irritant. Ah, mais c'est le plus irritant. Les agriculteurs. Je les comprends. On rappelle, c'est la distance qui sépare une surface agricole traitée avec des produits chimiques des riverains. C'est ça. Voilà. Alors ça, malheureusement, c'est le Conseil d'État qui a condamné la France et qui nous l'a imposé. Je vais le dire à votre antenne... Attendez, vous subissez ça. C'est-à-dire que ce qui est demandé par tous les écolos comme étant, mais vraiment le b.a.-ba de la protection des riverains, de la population, vous vous dites, on le fait sous la contrainte. Mais pourquoi vous dites le b.a.-ba ? Eh bien parce que ça permet de protéger les riverains. De protéger de quoi ? Moi, je vais vous dire une chose. Des produits chimiques aussi, qui sont dans les sols. Là aussi, il faut objectiver les affaires. Je vais vous expliquer très clairement. Aujourd'hui, nous, notre travail, c'est de protéger les Français. Nous sommes là pour protéger les Français. Bon. Mais quand vous êtes malade... Mais les écolos disent, vous ne le faites pas assez. Ben oui, mais les écolos... Et les agriculteurs aussi. Malheureusement, il y a certaines associations qui ont tendance à aller vers l'obscurantisme, qui ne s'appuient pas sur la science. Nous, nous appuyons sur la science. Vous êtes malade, le docteur vous donne des antibiotiques. Ce n'est pas automatique, mais ça vous soigne. Mais vous n'en prenez pas plus qu'il n'en faut. Là, aujourd'hui, il y a des situations où il y a des autorisations de mise en marché. Il y a des produits chimiques qui sont autorisés. S'ils sont autorisés, on peut les épandre. On nous dit, il faut mettre une distance de sécurité. Il y a 2 solutions. Soit on fait comme le maire de Langouette ou d'autres pour faire de la politique politicienne et dire, moi, je veux 150 mètres. C'est lui qui avait pris un arrêté qui a été contesté sur le plan juridique. Et qui a été battu au tribunal, qui a été attaqué par l'État français. Soit on dit, c'est la science. Et donc l'ANSES nous dit, pour certains produits, il faut mettre à 10 mètres, 5 mètres, 3 mètres, ou 0, s'il y a une façon de faire avec des chartes de riverains. Eh bien, nous allons dans cette direction. C'est la science qui nous importe. Or, aujourd'hui, les agriculteurs sont dans une insécurité juridique. Et moi, je veux les aider à sortir de cette insécurité juridique. Pourquoi ? Parce qu'on dit, voilà... Alors, vous allez les aider comment ? Il y aura des distances de sécurité. Mais tout riverain peut attaquer un agriculteur en disant, mais tu mets tel de tel produit. Même les bio, parce que quand on fait de l'agriculture biologique, on traite. On traite avec des produits qui sont... Et donc, pour éviter ça... Pour éviter ça, nous avons décalé la mise en place de ces zones de traitement au 1er août, à la fin des semis de printemps, parce qu'ils sont en train de semer, et ils disent qu'est-ce que je sème jusqu'où, etc. Donc ils peuvent semer sans avoir peur juridiquement d'être attaqués, malgré l'arrêté de décembre. Je veux travailler sur leur sécurité juridique afin qu'ils ne soient pas attaqués, nonobstant le fait qu'il faudra mettre ces zones de traitement que le Conseil d'État nous impose, et parallèlement... Mais plus tard. Non, elle démarre, mais il n'y aura pas de contrôle dans les 6 mois qui viennent. C'est ce qu'on appelle la campagne. Après la campagne, parce que, vous savez, Elisabeth Martichoux, la transition agroécologique, son rythme, ce n'est pas au rythme des tweets ou des impulsions sociétales, c'est au rythme des campagnes, c'est au rythme des semis, c'est au rythme des récoltes. Et c'est ça que moi je veux dire aux agriculteurs français. Soyez rassurés, le gouvernement vous aide à faire cette transition au rythme des semis. Vous savez que pour la première fois, nous avons dépassé le seuil de 10% des exploitations qui sont en bio. Nous sommes à plus de 7,5% de la superficie agricole. Et il y en a combien qui se passent de glyphosate, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure ? Il y a combien de... Il y a 10 000 aujourd'hui exploitations. Quel pourcentage ? Il y a 10 000 exploitations agricoles qui n'utilisent pas de glyphosate, parce qu'elles sont en bio. Puis il y a plein d'exploitations, je ne peux pas répondre à cette question. On n'a pas un pourcentage, 50, 60, 70%, parce qu'il y en a beaucoup qui... Parce qu'il n'y a pas que le glyphosate, il y a plein d'autres substances, plein d'autres molécules. Nous, ce que nous voulons, c'est remplacer toutes ces molécules chimiques par d'autres molécules. Alors, ce que vous nous dites, donc, décalage du calendrier, indemnisation, dit aussi le président, pour ceux qui sont obligés donc, de renoncer à des parties produites, mais vous cultivées. Vous rendez compte vous mettez 25 millions sur la table pour pas qu'ils perdent. Pour l'instant, nous mettons 20... Oui, c'est possible. Nous mettons 25 millions sur la table.
dès qu'on saura ce qu'il en est. Pour l'instant, nous ne connaissons pas totalement la surface. Pourquoi ils sont en insécurité juridique? Ouais. J'ai ma parcelle, je dois laisser 3 mètres ou 5 mètres ou 10 mètres. Ben ça, tant que c'est assez pas calé, je ne peux pas savoir quelle est la surface. Et s'il faut mettre plus, nous mettrons plus. Peut-être d'ailleurs dans des aides de la PAC, parce qu'il est important que nous le fassions. Ouais. S'il n'y a pas de glyphosate, ça peut être ce qu'on appelle des surfaces d'intérêt écologique, qu'il faudra aussi traiter. Le paysan, hier, j'avais au téléphone un responsable agricole qui loue sa terre. Et puis, il travaille sa terre. Et il dit, mais moi, je vais avoir 3-4% de ma superficie que je ne pourrai pas traiter. Oui. Je paye la location, mais je ne pourrai pas exploiter cette partie-là. Reconnaissons quand même Donc que c'est là, quoi qui vous nous laisse. allez Ben, on va essayer de les aider et d'indemniser cela. C'est absolument Ouais, indispensable. c'est pas simple. Mais il faut jouer. Vous savez, quand je vous disais la coupure entre le Brièvement, monde urbain et le monde rural, nous avons besoin de faire comprendre à nos concitoyens que l'agriculture française est une agriculture vertueuse, qu'elle évolue énormément, faire comprendre aux agriculteurs qui sont en pleine évolution qu'il faut faire évoluer les pratiques vers la transition agroécologique et que tout ce petit monde arrive à se parler. Oui, c'est pour ça que nous avons voulu faire des chartes de riverains, des chartes de bon voisinage qui permettront de se rapprocher. Par exemple, je traite ma parcelle. S'il y a un mur, il n'y a pas de risque avec les riverains, donc je peux aller jusqu'au bout. Oui. L'insécurité Parfois, juridique, l'écologie, il ça faut la commence à lever. bien faire. Hein. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Ça, c'était la phrase marquante de Nicolas Sarkozy. Je me rappelle très bien. Non, c'est pas l'écologie, ça commence à bien faire. C'est le dogmatisme, je n'en peux plus. Vous, le ministre de l'Agriculture, vous dites le dogmatisme de certains qui défendent l'environnement. Mais dans tous les sens. Vous n'en pouvez plus, les agriculteurs. Non, pas qui défendent l'environnement. On défend tous l'environnement. Le président de la République a lancé une. Alors, ils défendent quoi, eux? Ils défendent un type de société. Une religion, une nouvelle religion. Oui, un peu ça. Quand à l'Assemblée nationale, il y a des groupes politiques qui disent il faut arrêter aujourd'hui, immédiatement, par une loi, les produits phytosanitaires. Oui. C'est un tiers des paysans français qui sont par terre. Et on continuera à manger, on achètera des produits traités encore plus au glyphosate, encore plus au chlore, encore plus au GM. Donc il faut être pragmatique. Moi je veux l'agriculture du pragmatisme. Encore des questions et des réponses brèves, parce que vous avez beaucoup de sujets. Le virus de la tomate, circonscrit dans le Finistère, il y a eu d'autres exploitations qui ont été identifiées. Oui. Il y a 3 exploitations qui ont été identifiées, qui ont les mesures de confinement et de vérification. Donc il y a 3 autres. Non, il n'y a qu'une exploitation dont les tomates ont été touchées. Ouais. Mais il y a 3 exploitations qui ont acheté les mêmes plants au même endroit. Donc nous faisons de la prévention. Qu'est-ce que c'est ce virus de la tomate? On connaît ça depuis 2018. Plusieurs pays ont été touchés. Depuis novembre 2019, on a mis en place un protocole C'est des semences qui sont achetées aux Pays-Bas, qui sont plantées au Royaume-Uni et qui arrivent en France. Ce virus ne se transmet pas à l'homme, mais la tomate pourrit sur pied. L'exploitation qui a été touchée est traitée, confinée, nous ont détruit. Sous séquestre, les serres bien sûr, ça c'est obligatoire. Et il y a 3 autres exploitations qui ont acheté les mêmes. Voilà, nous regardons ce qu'il en est. Pour l'instant, c'est négatif. Pour l'instant, c'est négatif, mais c'est ce que vous nous annoncez. 3 autres exploitations qui sont sous surveillance. Allez, un mot de politique, parce que vous en êtes un politique dans ce gouvernement. Le 49.3, vous en avez parlé au Conseil des ministres mercredi ? Des retraites, nous en parlons depuis un an. Oui, non, mais en ce qui concerne la réforme des retraites, l'usage du 49.3, il faut que ça passe par le Conseil des ministres. Il faut un délibéré. Non, ça n'a pas été évoqué. Ça n'a pas été évoqué. Ça le sera peut-être le mercredi prochain. L'opposition vous pousse à la faute? Mais c'est-à-dire que l'opposition ne nous pousse pas à la faute. L'opposition veut faire de l'obstruction. L'opposition, notamment la France insoumise et les communistes, ne cherche pas à améliorer le texte. Ils cherchent à faire péter le système. Et donc à nous forcer à ce que le texte ne soit pas voté avant l'été. Nous souhaitons qu'il soit voté avant l'été. Nous aurons tout le temps, samedi, dimanche compris. S'il faut supprimer les vacances parlementaires des députés, nous les supprimerons pour que le texte soit voté, il n'y a aucun problème. Et puis que veut faire Jean-Luc Mélenchon? Il le dit, nous empêcher de le faire voter pour nous obliger à passer en 49.3 et pour dire, vous voyez, le gouvernement n'accepte pas la discussion. On peut l'éviter, le 49.3. Vous pouvez l'éviter, le 49.3. On va voir. Pour l'instant, l'objectif, c'est pas le 49.3. Donc, il est évitable. C'est de faire voter la réforme des retraites. L'objectif, nous nous intéressons par exemple aux agriculteurs, aux petites retraites, aux commerçants, aux artisans. La France insoumise, elle, ce qui l'intéresse, c'est de faire un combat politique, c'est de faire un fric-frac. Vous avez dit, de faire péter le système. Oui, c'est de récupérer dans ce débat parlementaire ce qu'ils ont perdu dans les urnes. Ils n'ont toujours pas digéré des gestions difficiles, ils n'ont toujours pas digéré d'avoir été battus aux élections, d'avoir un groupe de 17 membres. Donc, il y a une majorité. Le 49.3, à quoi sert-il? Le 49.3, il sert à mettre
au pas la majorité. La majorité, elle est solide. Elle est prête à la voter. C'est l'opposition qui empêche. Ben, on va empêcher l'opposition d'empêcher. D'accord. La gestion difficile de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que vous nous dites? Oui, et des oppositions, oui. Merci beaucoup Didier Guillaume Merci d'avoir à vous. été ce matin sur LCI.